Imaginez passer toute votre vie à rêver du jour où nous verrions des vaisseaux humains voler dans l'espace vers d'autres étoiles, seulement pour faire face à la possibilité que cela n'arrive peut-être jamais. Bien que cela semble fou, chaque petite information que nous examinons indique la même réponse. L'univers ne facilite pas la sortie de notre système solaire. Et nous ne parlons pas de petits détails techniques qu'un nouveau moteur pourrait résoudre. Nous parlons de distances si folles, de niveaux d'énergie si inatteignables, et de limites physiques si dures qu'elles brisent tout rêve de voyages interstellaires réguliers. Pendant des décennies, on nous a dit que la technologie briserait toujours n'importe quel mur. Mais, et si cette fois, ce n'était pas le cas? Et si le plus grand casse-tête n'est pas de savoir quand nous allons partir d'ici, mais le fait que nous sommes peut-être piégés par conception? Cette idée, aussi inconfortable que fascinante, n'est pas une invention. Elle est basée sur des informations réelles de missions comme les Voyager, les mathématiques de la dilatation du temps d'Einstein et chaque estimation sérieuse sur le fonctionnement des moteurs, de l'énergie et des corps humains. Le résultat? Un mur invisible qui sépare notre cours cosmique du grand inconnu. Si vous aimez regarder le ciel et que vous voulez savoir pourquoi les humains continuent d'explorer, même en sachant que nous ne franchirons peut-être jamais cette ligne, restez jusqu'à la fin. Dans quelques minutes, vous découvrirez comment chaque grand triomphe se heurte à des obstacles qui ne peuvent être résolus avec de simples illusions. Vous comprendrez pourquoi les idées les plus folles, des vaisseaux générationnels à la cryo-sommeil, restent plus sur le papier que dans les hangars. Et, surtout, vous verrez que dans ces limites, il y a quelque chose d'encore plus grand, une invitation à questionner les mystères de l'univers qui font encore rêver chaque génération aux étoiles, même quand nous savons que nous ne pouvons pas les atteindre. Pas encore. Les humains ont toujours été fascinés en regardant les étoiles. Rien que l'idée de construire un vaisseau capable de quitter la Terre et de se diriger vers une autre étoile résume des siècles de curiosité scientifique, de réflexion profonde et de grands rêves technologiques. Mais cette idée romantique se heurte de plein fouet aux limites imposées par l'univers lui-même. L'accélération constante, qui semble géniale dans les simulations, rencontre des problèmes d'énergie presque insurmontables lorsque vous tentez de les concrétiser dans l'ingénierie. Quand on parle d'espace, un voyage interstellaire ne se mesure pas en jours ou en années, mais en des périodes de temps qui nous rendent même difficile de planifier en tant que société. Pour vous donner une idée, même si un vaisseau imaginaire continuait d'accélérer de plus en plus, les premiers jours se transformeraient rapidement en décennies, juste pour échapper à l'attraction du système solaire. Après cela, le mouvement serait insignifiant comparé à l'énorme distance jusqu'à l'étoile la plus proche, transformant le rêve en un problème de maintien de la technologie en fonctionnement pendant des siècles. Cette situation nous montre l'une des choses les plus agaçantes de l'univers. La grande différence entre ce que les gens veulent faire, qui est de s'étendre, et les règles de la physique qui nous en empêchent. Chaque kilo supplémentaire dans un vaisseau spatial rend la conception du moteur beaucoup plus compliquée. De plus, il faut maintenir les humains. Nous sommes délicats, vous savez, et nous avons besoin de l'environnement parfait. Cela rend tout encore plus difficile avec la technologie que nous avons actuellement. Le plus drôle, c'est que ce n'est plus seulement de la science-fiction. C'est un sujet réel dont on parle dans les universités et les centres de recherche. Des idées comme les moteurs à fusion nucléaire, ou même des choses plus folles comme les moteurs à antimatière, sont envisagées pour contourner ces problèmes. Mais aucun de ces projets n'est encore prêt pour un essai à grande échelle. Ainsi, ce que nous avons, ce sont des modèles informatiques et de petites versions d'essais qui, pour la plupart, montrent à quel point nous sommes limités pour le moment et non de vraies solutions. Ainsi, quand on analyse froidement le rêve d'aller vers les étoiles, l'essentiel n'est pas seulement la technologie. C'est un mélange de l'immensité des choses
de l'énergie nécessaire et des aspects biologiques qui rendent cela pratiquement impossible avec ce dont nous disposons actuellement. Et si nous parvenons à peine à faire nos premiers pas sur Mars, il est juste de parler de ce qu'est réellement notre jardin cosmique et où il se termine vraiment, et ce que signifie aller au-delà. Au-delà des grands rêves d'atteindre d'autres étoiles, il faut parler de ce que signifie réellement aller au-delà de la limite de notre système solaire. En sciences spatiales, on appelle le système solaire notre jardin cosmique en raison de l'attraction du Soleil qui crée une zone d'influence bien au-delà de l'orbite de Pluton. Franchir cette barrière n'est pas seulement une question de distance, mais de comprendre comment fonctionne l'espace entre les étoiles, où il n'y a presque pas de particules et où les problèmes atteignent un niveau de difficulté entièrement nouveau. Il est important de noter que l'héliopause, la zone où le vent solaire cesse d'avoir un impact significatif, marque symboliquement la limite de cette cour cosmique. Les sondes, Voyager 1 et 2, sont les seuls objets fabriqués par l'homme qui se sont approchés de cette transition, après presque un demi-siècle de voyage à une vitesse moyenne d'environ 17 km par seconde. Malgré cela, elles ne font qu'effleurer la surface de l'espace interstellaire, un endroit dont les propriétés restent un mystère à bien des égards. Quitter notre cour cosmique signifie affronter le vide entre les étoiles, où il n'y a pas de source d'énergie immédiate, comme le Soleil pour alimenter les panneaux solaires ou maintenir les instruments au chaud. Dans l'univers, ces distances interstellaires sont si grandes qu'il faut repenser entièrement le plan de propulsion, de maintenance et d'approvisionnement en énergie. Il n'y a pas de station-service à mi-chemin de Proxima du Centaure. Chaque goutte de carburant compte, et une erreur de calcul peut signifier la fin de toute une mission. En plus de tout cela, l'espace interstellaire vous lance de nouveaux dangers. Les rayons cosmiques de haute énergie, les petits météoroïdes se déplaçant très rapidement, et les températures extrêmes rendent le voyage bien plus dangereux que toute mission que nous ayons entreprise dans notre propre système solaire. Pour vous protéger de tout cela, vous avez besoin de solutions d'ingénierie très solides et lourdes, ce qui va à l'encontre de l'idée de rendre les choses plus légères pour aller plus vite. C'est un véritable casse-tête qui nous empêche de quitter notre propre arrière-cour. Alors, que les films et les livres fassent paraître facile pour les vaisseaux spatiaux de traverser des trous de verre et d'avoir des moteurs plus rapides que la lumière, la science doit faire face à la dure et froide vérité. Quitter le système solaire n'est que la première étape d'un voyage bien plus difficile. Pour en parler davantage, nous devons répondre à la question qui nous tracasse depuis le début de l'ère spatiale. Si nous maîtrisons déjà les fusées, les satellites et les sondes, pourquoi ne pouvons-nous pas encore quitter notre arrière-cour et atteindre les étoiles? La question constante de savoir pourquoi nous n'avons pas encore fait un saut interstellaire nous révèle quelque chose de très important. L'ambition technologique se heurte à ce qui est réellement réalisable. Bien que nous ayons fait d'énormes progrès depuis le milieu du XXe siècle, la méthode de propulsion de base demeure la même. Une réaction chimique qui expulse de la matière dans une direction pour propulser autre chose dans la direction opposée. Cette méthode, qui fonctionne bien pour lancer des satellites ou voyager à travers notre système solaire, devient incroyablement inefficace lorsque nous voulons parcourir des distances d'années-lumière. Un autre problème est l'énorme quantité d'énergie nécessaire pour continuer à accélérer pendant une si longue période. Tous les calculs que nous faisons donnent des chiffres gigantesques. Même en utilisant des idées théoriques comme les moteurs à fusion nucléaire, les réacteurs devraient fonctionner seuls pendant des décennies ou des siècles, ce qui est aujourd'hui presque impossible. De plus, même si nous avions l'énergie, nous aurions un autre problème. Comment dissiper la chaleur et gérer le rayonnement qui serait produit à l'intérieur du vaisseau? Pour rendre tout cela encore plus compliqué,
nous devons parler de biologie. Le corps humain, fait pour la gravité de la Terre, souffre beaucoup en microgravité à long terme. Des choses comme la perte osseuse et la fonte musculaire et les changements cérébraux s'accumulent. Quand vous y ajoutez le rayonnement cosmique, qui est une menace constante en dehors du champ magnétique terrestre, la mission présente un risque supplémentaire pour lequel nous n'avons pas encore la technologie pour gérer complètement. Une autre chose est le temps. La théorie de la relativité d'Einstein dit qu'à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps s'étire. Pour les voyageurs, les années pourraient sembler des jours, mais pour les gens restés chez eux, des siècles pourraient passer. Cela crée un véritable casse-tête, bien plus qu'un simple problème technique. La possibilité de ne jamais revenir là où vous avez commencé, ou même de ne pas reconnaître la planète que vous avez autrefois appelée votre foyer. Ce problème psychologique est aussi sérieux que les obstacles physiques. Au final, c'est cette combinaison de facteurs, l'énergie, la technologie de propulsion, la biologie, le temps et le mystère même de l'univers, qui rend aujourd'hui pratiquement impossible pour nous d'aller au-delà de notre jardin cosmique. Bien que des sondes comme les Voyager soient des jalons historiques, la plupart du temps, elles démontrent à quel point notre véritable capacité à traverser le vide interstellaire est encore naissante. Et pour mieux comprendre cela, il est intéressant de voir le chemin parcouru depuis le premier satellite artificiel jusqu'aux confins de l'espace interstellaire. Pour comprendre la différence entre nos rêves interstellaires et les limites imposées par la physique, il est essentiel de se remémorer les grands moments qui ont façonné l'exploration spatiale moderne. Le lancement de Sputnik en 1957 a signifié plus qu'une victoire politique. Ce fut le premier signe que les humains pouvaient réellement mettre des objets en orbite. De Sputnik à Apollo 11, qui a emmené des humains sur la Lune en 1969, il n'y a eu que 12 ans. Ce rythme rapide de la technologie a fait croire aux gens que s'établir sur Mars ou quitter le système solaire n'était qu'une question de temps. Mais cet espoir ne s'est pas concrétisé. Si nous regardons des missions plus récentes, comme les Voyager 1 et 2, nous voyons un détail clé. Ce sont des machines résistantes, faites pour durer, mais même elles atteignent les limites de ce que nous pouvons construire. Lancées en 1977, les deux sondes envoient toujours des informations, mais elles fonctionnent déjà avec peu d'énergie pour économiser. Et même après plus de 40 ans, elles ont à peine franchi l'héliopause, qui n'est que le bord de notre propre arrière-cour. Ces réalisations, bien qu'étonnantes pour leur époque, montrent vraiment à quel point nous sommes nouveaux dans la réalisation de véritables missions interstellaires. Alors que les films montrent des vaisseaux spatiaux traversant les galaxies en quelques secondes, le monde réel nous rappelle que les véhicules les plus rapides que les humains ont lancés ne vont qu'à quelques dizaines de milliers de miles par heure. À l'échelle cosmique, c'est comme marcher très lentement sur une planète de la taille d'un continent. Il est important de noter que ces missions nous ont donné des informations précieuses, non seulement sur notre système solaire, mais aussi sur les particules du vent solaire, le champ magnétique, et des choses impressionnantes sur l'univers au-delà de la portée directe du Soleil. Mais ces informations montrent aussi à quel point l'espace lointain est isolé. Chaque donnée envoyée par les sondes Voyager met des heures à atteindre la Terre, même si elle voyage à la vitesse de la lumière. Cette communication lente devient un problème majeur pour tout projet futur qui voudrait voyager entre les étoiles. Ainsi, ce que nous avons accompli par le passé nous rappelle que, même si nous avons envoyé nos capteurs au-delà des planètes, nous en sommes encore au début en ce qui concerne la vie dans l'espace. Les sondes. Voyager sont plus comme un pied hors de la porte qu'un véritable voyage. Et pour quiconque veut déchiffrer le prochain grand défi, il faut comprendre à quel point les distances entre nous et l'étoile la plus proche sont énormes.
C'est quelque chose qui surprend même ceux qui manipulent des chiffres gigantesques en permanence. Quand on parle de voyages interstellaires, peu d'idées sont autant sous-estimées que la véritable échelle des distances. Pour les gens habitués à voyager sur Terre, où traverser la planète d'un bout à l'autre prend moins d'une journée en avion, le saut vers les distances cosmiques n'est pas quelque chose que votre cerveau peut facilement appréhender. La sonde Voyager 1, par exemple, est actuellement à plus de 24 milliards de kilomètres de nous. Cela semble être un nombre énorme, mais en termes de galaxies, ce n'est qu'une petite tâche. Un bon exemple de ceci est une comparaison directe avec Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil. La distance qui nous en sépare est d'environ 4,24 années-lumière, ce qui équivaut à environ 40 000 milliards de kilomètres. Cela signifie que si Voyager 1 maintenait sa vitesse actuelle, il lui faudrait environ 70 000 ans pour y arriver, une période de temps bien plus longue que toute l'histoire de la civilisation humaine. Un avion commercial, volant sans interruption, aurait besoin de millions d'années pour couvrir le même voyage. Ces calculs nous montrent une vérité inconfortable. Même les véhicules les plus rapides que nous ayons construits n'ont pas été conçus pour gérer des distances qui s'étendent à travers l'espace interstellaire. En réalité, l'espace entre les étoiles est si immense que toute tentative de le traverser devient un projet qui nécessite des solutions bien au-delà de nos capacités actuelles. C'est pourquoi l'univers en expansion, bien que d'une grande ampleur, rend également chaque système stellaire naturellement isolé. Une autre chose importante à comprendre est que, bien que nous puissions parcourir des distances au sein de notre système solaire, avec une certaine planification et patience, sauter vers un autre système nécessite des avancées technologiques qui ne sont encore que des idées. Les projets de propulsion dont nous parlerons plus tard cherchent à réduire ces temps de voyage à des décennies ou des siècles, mais ils sont encore en phase de recherche. Sans de nouvelles façons de faire en sorte qu'un vaisseau spatial atteigne une bonne partie de la vitesse de la lumière, le vide entre les étoiles restera un mur que nous ne pouvons pas franchir. Donc, l'ampleur de ces distances n'est pas juste un sujet de discussion pour les gens intelligents. C'est le plus grand mur qui nous maintient, nous les humains, piégés dans notre propre voisinage stellaire. Tant que nous n'aurons pas abattu ce mur, toute discussion sur la colonisation d'autres étoiles ne sont que de grands rêves. Et regardez, pour comprendre pourquoi nous n'avons pas encore résolu ce problème, nous devons nous pencher sur le moteur principal qui nous propulse, la propulsion chimique. Cette technologie, bien qu'elle nous ait emmenés sur la Lune, est totalement inutile pour sauter d'étoile en étoile. Aller sur la Lune, envoyer des sondes vers Jupiter ou même planifier des voyages habités vers Mars, tout cela n'a été possible que grâce à la propulsion chimique. Mais cette même technologie, qui est comme le summum de l'ingénierie aérospatiale du XXe siècle, a des limites sérieuses lorsque nous essayons de l'utiliser pour voyager entre les étoiles. En gros, les fusées chimiques fonctionnent en brûlant des carburants liquides ou solides, libérant du gaz très rapidement pour obtenir une poussée. Le problème est que cette méthode nécessite une quantité incroyable de carburant, et cette quantité ne cesse de croître à mesure que vous souhaitez aller plus vite. C'est ce que nous appelons le dilemme de la masse de carburant. Chaque tonne supplémentaire que vous ajoutez pour avoir plus de poussée doit également être propulsée avec le reste du vaisseau, ce qui signifie que vous avez besoin d'encore plus de carburant. C'est comme un cycle sans fin, qui rend impossible d'atteindre une fraction réelle de la vitesse de la lumière avec des moteurs qui brûlent du carburant chimique. Prenons l'exemple de la fusée Saturne V, celle qui a emmené les astronautes sur la Lune. Près de 90% de son poids total n'était que du carburant, brûlé en quelques minutes après le lancement.
Une autre chose qui limite la propulsion chimique est son efficacité énergétique par rapport à la distance parcourue. Bien que les missions interplanétaires puissent être planifiées avec beaucoup de soin en utilisant des fenêtres de lancement, des orbites de transfert et des assistances gravitationnelles, aucune de ces astuces n'aide avec les énormes distances entre les étoiles. Une fois que vous êtes au-delà de l'héliopause, il n'y a pas de planète pour vous donner un coup de pouce gravitationnel, ni de source d'énergie supplémentaire. Tout ce que vous avez, c'est cette première poussée, et ce n'est tout simplement pas suffisant. Et ce ne sont pas que des suppositions, hein? Des projets comme les missions New Horizons ou même les sondes Voyager démontrent que, même avec la meilleure planification, la propulsion chimique s'épuise très vite. Lorsque les réservoirs de carburant sont vides, le vaisseau devient un passager dans l'espace, ne se déplaçant que par ce qui l'a propulsé au départ. Pour surmonter cela, nous aurions besoin d'un changement radical qui rompe tout le cycle de combustion de carburant, quelque chose qui, pour l'instant, reste bloqué dans les laboratoires et dans la théorie. Ainsi, bien que la propulsion chimique ait démarré l'ère spatiale et nous ait permis de découvrir certains des plus grands secrets de l'univers, elle montre aussi la limite d'une technologie qui ne peut tout simplement pas suivre le rythme de l'immensité réelle du cosmos. C'est là que nous devons commencer à chercher d'autres options qui ont du sens, qui mélangent de bonnes idées avec des expériences solides. Et ainsi, la conversation se tourne vers de nouvelles technologies, comme la fusion nucléaire, les voiles solaires, et même des idées plus folles. Quand on réalise que la propulsion chimique ne suffira pas pour les voyages interstellaires, la conversation se tourne naturellement vers d'autres formes qui pourraient, en théorie, résoudre les problèmes de poids et d'énergie. L'une des idées les plus étudiées est la propulsion par fusion nucléaire, qui tente de reproduire le même processus qui propulse les étoiles, mais à l'intérieur d'un vaisseau spatial. L'idée principale est d'utiliser l'énergie très élevée des réactions de fusion pour propulser le vaisseau spatial pendant des années, voire des décennies, réduisant considérablement le problème du carburant limité. Un exemple qui montre l'intérêt pour cette idée est le projet Daedalus, conçu dans les années 70 par la British Interplanetary Society. Bien qu'il n'ait jamais été construit, Daedalus a établi des règles techniques concrètes, en planifiant une sonde inhabitée qui pourrait, en théorie, atteindre 12% de la vitesse de la lumière pour visiter des systèmes stellaires proches. La partie difficile, cependant, demeure. Les réacteurs de fusion autosuffisants restent un défi, même dans des environnements contrôlés sur Terre. Transporter cela dans l'espace, à grande échelle, est bien au-delà de nos capacités actuelles. Une autre idée géniale est celle des voiles solaires et des voiles laser. Ces concepts suggèrent d'utiliser la poussée des particules de lumière, qu'elles proviennent de lasers ou du Soleil lui-même, pour propulser des vaisseaux spatiaux à des vitesses incroyables. Par exemple, le projet Breakthrough Starshot vise à envoyer de minuscules sondes équipées de voiles ultra-légères, propulsées par de puissants lasers basés ici sur Terre. L'objectif est d'atteindre 20% de la vitesse de la lumière, ce qui nous permettrait d'atteindre Proxima du Centaure en environ 20 ans. Cependant, des aspects tels que le freinage de la sonde, la résilience des matériaux face aux rigueurs du voyage spatial et le maintien de sa trajectoire n'ont pas encore de solution simple. Il est important de se rappeler que ces idées, bien que très prometteuses, n'ont pas encore résolu les défis majeurs liés à leur construction et à leur coût. Bien que les laboratoires démontrent qu'elles pourraient fonctionner en théorie, les transformer en modèles opérationnels se heurtent à des obstacles tels que le coût, la sécurité et la durabilité à long terme. Ainsi, il y a encore un grand fossé entre les concepts théoriques et l'application de ces technologies à une mission vers une autre étoile. Pour l'heure,
Ces alternatives de propulsion ne sont pas seulement un rêve inaccessible, elles sont le seul moyen de nous libérer des limites naturelles que l'univers nous impose. Bien que les fusées chimiques aient leurs limites, la fusion nucléaire et les voiles solaires nous montrent comment accélérer une sonde à des vitesses qui ont du sens pour un voyage interstellaire. Mais même si nous parvenons à maîtriser ces technologies, une grande question pratique se pose. Comment maintenir une énergie constante et puissante pour des missions qui pourraient durer des centaines d'années dans le vide? Un vaisseau spatial conçu pour l'espace interstellaire a besoin de plus qu'un système de propulsion sophistiqué. Il a besoin d'une source d'énergie fiable, durable et très performante. Dans notre système solaire, l'énergie solaire fonctionne plutôt bien pour les voyages courts et moyens. Mais à mesure que l'on s'éloigne du Soleil, la lumière solaire devient beaucoup plus faible, rendant les panneaux solaires inutiles au-delà d'un certain point. Cela s'explique par la loi du carré inverse. Si vous doublez votre distance du Soleil, vous n'obtenez qu'un quart de l'énergie. Pour les missions qui vont au-delà de Mars ou de Jupiter, la solution habituelle a été d'utiliser des RTG, c'est-à-dire des générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Ces appareils convertissent la chaleur des matériaux radioactifs, comme le plutonium-238, en électricité. Cette technologie alimente, par exemple, les sondes Voyager et New Horizons. Bien que fiables, les RTG ne durent pas éternellement. À mesure que le matériau radioactif se désintègre, l'énergie qu'ils produisent diminue jusqu'à ne plus être suffisante pour le bon fonctionnement des instruments importants. Pour un voyage vers une autre étoile, où une mission peut durer des siècles, les RTG ne peuvent tout simplement pas fournir une énergie constante aussi longtemps. Même la propulsion par fusion ou les voiles solaires nécessiteraient leur propre système de survie, de chauffage et de traitement des données. Toutes ces parties nécessitent une électricité constante, non seulement pour se déplacer, mais pour que les systèmes fonctionnent correctement, et, s'il y a des personnes à bord, pour assurer la survie de l'équipage. Ce problème d'énergie a également un impact sur nos communications. Envoyer des informations à des dizaines de milliers de milliards de kilomètres nécessite une énergie colossale. Si les générateurs tombent en panne, non seulement la navigation est compromise, mais aussi la collecte et l'envoi d'informations. Et contrairement aux sondes interplanétaires, il n'y a pas d'aide de la Terre si quelque chose tourne mal. Chaque élément devrait fonctionner de manière autonome, protégé des circuits défectueux, des radiations et des conditions extrêmes de l'espace lointain. Ces éléments font de l'approvisionnement en énergie l'un des plus grands défis pour tout plan réel d'exploration au-delà de notre système solaire. Bien qu'ils étudient des solutions comme de petits réacteurs nucléaires ou des générateurs hybrides, aucune idée actuelle ne peut satisfaire les besoins réels pour fonctionner sans interruption pendant des générations. Ce fossé entre ce que nous pouvons faire n'est pas seulement un problème d'ingénierie difficile, c'est l'un des grands mystères concernant la technologie dans l'univers. Comment alimente-t-on les machines et les personnes là où il n'y a pas d'énergie externe sur des millions de kilomètres? Et sans énergie, même nos propres corps, notre outil le plus important, deviennent faibles dans l'environnement hostile là-bas. Même si nous résolvions les problèmes de propulsion et d'énergie, un défi majeur persisterait. Les humains ne sont pas faits pour l'espace lointain. Nous sommes très fragiles. Voyez-vous, nos corps ont évolué ici, sur Terre, avec sa gravité, ses radiations et son atmosphère. Si nous sommes retirés de la bulle protectrice de la Terre, nous sommes constamment bombardés par le rayonnement cosmique. C'est un problème majeur pour les voyages de longue durée. Ce que nous avons appris des habitants de la Station spatiale internationale, c'est que, même avec des boucliers, les astronautes absorbent beaucoup de radiation. Cela signifie un risque accru de cancer et de lésions cérébrales. Et ce n'est pas seulement le rayonnement. Il y a aussi ce que la gravité zéro fait à votre corps. Les missions de longue durée montrent que vous perdez de la masse osseuse,
environ 1% par mois. Vos muscles s'atrophient et votre équilibre est perturbé. Votre cœur et votre système sanguin sont également affectés. Bien sûr, ils font de l'exercice tous les jours dans la station spatiale, mais essayez de faire cela pendant des décennies, voire des générations, dans un vaisseau spatial. C'est un tout autre jeu pour la planification et l'impact sur votre esprit. Être isolé pendant une longue période augmente également la probabilité de dépression et de conflits avec les autres. Cela transforme l'idée d'un équipage en une situation risquée et en constante évolution. Contrairement à une sonde robotique, les êtres humains ont besoin d'un lieu de vie, de nourriture fraîche qui peut être cultivée, et de systèmes de secours pour les maintenir en vie. Plus important encore, ils ont des besoins sociaux et mentaux pour maintenir leur esprit sain. Aucun long voyage spatial avec des humains n'a pu reproduire complètement ces conditions pendant plus de quelques années. Les projets d'essais basés sur Terre, comme Mars 500 ou BIOS 3, ont montré à quel point il est difficile de gérer le comportement humain lorsque les gens sont complètement isolés. Un autre problème majeur est d'avoir des bébés dans un environnement sans gravité. Les études de biologie spatiale n'ont pas encore découvert comment la grossesse, la croissance du bébé et la santé des futurs enfants seraient affectées par le manque de gravité ou par une exposition constante aux radiations. Cela compromet tout plan de vaisseau générationnel, où de nombreuses générations naîtraient, vivraient et mourraient pendant le voyage. Cette situation révèle l'une des ironies les plus déroutantes. Même si nous surmontions tous les problèmes techniques complexes, nous serions toujours limités par la nature même de notre corps. Ces questions nous poussent à réfléchir aux secrets de l'univers que nous nous acharnons tant à découvrir. Il ne suffit pas de connaître le monde extérieur. Nous devons aussi comprendre en profondeur la fragilité du passager qui ose le traverser. Ainsi, le prochain grand problème ne concerne pas seulement les aspects physiques ou la puissance. Il s'agit de la communication. Car, même si les voyageurs spatiaux étaient réels, comment resteriez-vous en contact avec les gens à la maison quand chaque mot devient un écho perdu dans le temps à cause des énormes distances? Quand on envisage réellement un voyage vers une autre étoile, la communication devient l'un des maux de tête les plus sous-estimés. Dans les missions au sein de notre système solaire, les signaux peuvent être retardés de quelques minutes, comme avec Mars, à quelques heures pour les sondes qui sont très éloignées, au bord du vent solaire. Mais pour les voyages vers d'autres étoiles, ce délai devient beaucoup plus important. Prenons Proxima Centauri par exemple. Un message envoyé de là voyagerait à la vitesse de la lumière pendant plus de 4 ans avant même d'atteindre la Terre, et cela sans compter le même laps de temps pour une réponse. Ce délai rend impossible l'obtention d'une aide en temps réel pour les opérations. Résoudre des problèmes majeurs, modifier la trajectoire du vaisseau ou gérer des urgences, tout devrait être géré par l'équipage ou par l'ordinateur intelligent à bord. Cela met énormément de pression sur les systèmes de secours. Ils doivent être capables de détecter les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Et c'est un travail très difficile dans un environnement aussi hostile et imprévisible que l'espace lointain. En plus du délai, il y a le problème de la force du signal. Le signal s'affaiblit sur des milliards de kilomètres, il faut donc des émetteurs super efficaces et des antennes grandes et focalisées. Et cela signifie que vous avez besoin d'un approvisionnement constant en énergie. Si quelque chose ne va pas avec le système d'alimentation, cela ne ruinerait pas seulement la navigation, cela ruinerait toute la mission scientifique. Pour aggraver les choses, le rayonnement spatial, les petites roches spatiales et même le bruit des appareils du vaisseau peuvent encore plus affecter la communication. D'un point de vue psychologique, la communication limitée rend l'équipage humain encore plus isolé.
Savoir qu'une question posée aujourd'hui ne recevra de réponse que dans près d'une décennie peut vraiment miner le moral et rendre difficile le maintien du lien avec les proches. Pour y remédier, certaines études suggèrent l'utilisation de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle interactive et de réseaux de soutien émotionnel locaux à bord. Même avec tout cela, ce ne sont là que des solutions temporaires à un problème qui reste pratiquement impossible à résoudre dans la vie réelle. En fait, la communication n'est pas seulement un détail technique, c'est la colonne vertébrale qui soutient toute mission à long terme. Lors d'un voyage interstellaire, le vaisseau devient pratiquement une île à la dérive, isolée du reste de la civilisation. Et à mesure que les limites techniques deviennent plus difficiles, des idées folles commencent à émerger, relevant davantage de la bio-ingénierie et de la science-fiction. Des alternatives radicales qui tentent de contourner le temps, la biologie et même la mort elle-même. Lorsque les murs de la technologie, de l'énergie, de la biologie et de la communication semblent trop hauts à escalader, des idées émergent qui, à première vue, semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction plutôt que d'un véritable plan d'ingénierie. L'une de ces idées est le concept du vaisseau générationnel, un vaisseau spatial construit pour abriter des centaines ou des milliers de personnes qui vivraient, auraient des enfants et mourraient pendant le long voyage entre les étoiles. Le plan est d'étendre le temps de voyage sur de nombreuses générations humaines, permettant aux petits-enfants du premier équipage de terminer le voyage que leurs ancêtres ont commencé. Mais l'idée du vaisseau générationnel soulève des problèmes éthiques et pratiques vraiment difficiles. Premièrement, s'assurer qu'un groupe de personnes isolées pendant des siècles reste en bonne santé et s'entendent bien nécessite des règles strictes en matière de santé, d'éducation et de gouvernance. Les études sur le fonctionnement des sociétés montrent que, même avec une technologie de support de vie parfaite, il y aurait des conflits internes, des luttes de pouvoir et de possibles effondrements culturels. Cette faiblesse rend le succès de telles missions très incertain, montrant le côté le plus humain et le plus délicat du rêve de coloniser d'autres étoiles. Une autre idée dont on a beaucoup parlé est l'hibernation cryogénique. Elle s'inspire de ce que nous voyons dans la nature, comme la façon dont les ours hibernent, ou comment certains amphibiens entrent en léthargie. Cette idée consiste à ralentir considérablement les fonctions corporelles d'un être humain afin que les membres d'un équipage puissent dormir pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Les laboratoires qui étudient la cryobiologie s'améliorent dans la conservation des organes et des tissus, mais congeler et décongeler un corps humain entier sans le gâcher pour toujours reste un grand problème à résoudre. Alors, si vous me demandez si nous quitterons un jour notre système solaire pour nous diriger vers les étoiles, la réponse honnête est que tous les chemins mènent au même problème. La technologie pourrait s'améliorer, nous pourrions en apprendre plus, mais le temps reste le maître de tous nos grands rêves sur l'espace. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Croyez-vous que le ralentissement du temps, les radiations, notre façon de nous déplacer dans l'espace, ou même les secrets de l'univers eux-mêmes, peuvent être vaincus ou sont-ils trop grands pour être surmontés? J'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Et, bien sûr, si vous voulez continuer à explorer ces questions, en apprendre plus sur la physique, l'espace et toutes les choses étranges qui nous concernent, abonnez-vous à la chaîne maintenant, cliquez sur la petite cloche et venez avec moi déchiffrer l'espace. Même si c'est d'ici, depuis le porche de notre système solaire.